Sur la question de la rationalité et des armes nucléaires, cependant, l'Iran doit-il être irrationnel pour en acquérir? Car je pense qu'il existe un argument tout à fait rationnel expliquant pourquoi l'Iran voudrait posséder une arme nucléaire. Je veux simplement préciser très clairement qu'il ne s'agit pas d'une affirmation normative selon laquelle il devrait en obtenir une, mais plutôt d'un raisonnement rationnel visant à maximiser leur sécurité. Maintenant, j'espère qu'ils ne le feront pas, car je pense que ce serait une catastrophe. Cela encouragerait la prolifération régionale. Cependant, si je conseillais le gouvernement iranien et que je plaçais les intérêts de sécurité de l'Iran en première priorité, je verrais un argument rationnel expliquant pourquoi il souhaiterait disposer de cet ultime moyen de dissuasion, surtout lorsque le pays le plus puissant du monde semble vouloir le détruire. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que la leçon des dernières décennies semble être que les pays ayant développé ces armes, comme le Pakistan ou la Corée du Nord, sont en sécurité, tandis que ceux qui ont abandonné leur programme, comme l'Irak ou la Libye, ont été détruits. Donc encore une fois, pour être clair, il ne s'agit pas d'un argument normatif, mais n'y aurait-il pas un raisonnement rationnel expliquant pourquoi l'Iran voudrait posséder des armes nucléaires? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, mot pour mot. Je ne peux pas y ajouter grand-chose, mais je vais faire une ou deux remarques supplémentaires. D'abord, Israël possède des armes nucléaires. Est-ce que cela signifie qu'Israël est irrationnel? Non. C'était la décision stratégique ou rationnelle à prendre pour Israël. Si j'avais été David Ben Gourion ou si je l'avais conseillé à l'époque, j'aurais dit « Obtenons des armes nucléaires ». Maintenant, ce n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. En tant qu'Américain, je préférerais qu'il n'en ait pas. Mais du point de vue d'Israël, cela avait parfaitement du sens. C'était la chose rationnelle à faire, acquérir une dissuasion nucléaire. Et ce qui est bon pour l'un, l'est pour l'autre. La même logique s'applique à l'Iran, comme vous l'avez expliqué. Pour aller un peu plus loin et revenir à Israël, on ne voit pas Israël, les États-Unis ou aucun autre pays doté de l'arme nucléaire d'ailleurs, chercher à s'en débarrasser. Ils apprécient leurs armes nucléaires, et la raison en est que ces armes constituent la dissuasion ultime. Je ne blâme pas les Israéliens de vouloir être le seul État du Moyen-Orient à posséder l'arme nucléaire. Cela a parfaitement du sens. Mon rêve serait d'avoir un système international où un seul pays posséderait des armes nucléaires, un seul pays sur la planète, et ce serait les États-Unis d'Amérique. C'est la situation idéale pour nous. Mais cela ne veut pas dire que les Russes, les Chinois ou tout autre pays doté de l'arme nucléaire sont irrationnels de vouloir en avoir eux aussi. Je dirais donc que l'idée selon laquelle l'Iran serait irrationnel parce qu'il veut des armes nucléaires est un argument risible. Mais c'est le genre de discours que nous avons en Occident, et je crois encore une fois qu'une grande partie de cela est influencée par Israël et le lobby. Plus tôt, vous aviez exprimé un certain optimisme après le discours sur l'état de l'Union de Trump, en disant qu'il semblait revenir en arrière sur certains points. Mais par le passé, il semble s'être piégé lui-même, s'être enfermé, dans une certaine mesure, parce qu'il a envoyé toutes ses capacités militaires au Moyen-Orient. Je pense qu'il s'agit de la plus forte concentration depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Mais il y a aussi une pression énorme venant d'Israël. Pensez-vous que revenir complètement en arrière ne dépend que d'entendre les mots magiques de l'Iran, qu'ils n'obtiendront pas d'armes nucléaires? Parce que les Iraniens affirment cela de manière constante depuis des décennies, et ils ont montré une volonté de conclure des accords en toute transparence. Pensez-vous que cela suffise à désamorcer toute la situation?
C'est possible. Je pense que c'est le plus que nous puissions dire pour le moment. C'est possible. Je veux dire, nous n'avons pas beaucoup parlé des pressions venant de l'autre camp, ni de l'histoire qu'on pourrait raconter de ce point de vue-là, l'histoire qui mène à la guerre. La vérité, c'est que Trump subit une pression énorme de la part d'Israël. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous venons justement d'évoquer toutes ces visites de Bibi Netanyahou aux États-Unis. Les Israéliens veulent vraiment que nous fassions cela, et nous pouvons en parler davantage, car je pense qu'ils voient ici une fenêtre d'opportunité. Je pense aussi qu'ils voient cette fenêtre se refermer à long terme. Mais pour l'instant, ils veulent que nous passions par cette fenêtre et que nous attaquions l'Iran. Donc Israël et bien sûr le lobby, qui fait essentiellement ce qu'Israël veut, exerceront une énorme pression sur Trump. Et compte tenu des difficultés politiques de Trump et de l'affaire Epstein, cela aura vraiment de l'importance. Il y aura une forte pression sur Trump de la part de ces milieux pour qu'il y aille, et il pourrait se sentir obligé de le faire pour cette raison. Deuxième point que je soulèverai, Glenn. Penses-tu qu'il existe une histoire habile à raconter, une histoire qu'un conseiller astucieux pourrait présenter, sur la manière d'utiliser la force militaire de façon limitée, puis de déclarer la victoire, et en somme, de sortir de l'impasse dans laquelle le président Trump s'est lui-même enfermé? Vous savez, l'idée serait de dire aux Iraniens que vous allez lancer une frappe limitée et de faire tout votre possible pour en minimiser les dégâts. Ensuite, vous déclarez la victoire et vous vous retirez. Et vous espérez qu'ils ne riposteront pas, du moins pas de manière massive comme ils l'ont promis. Et ensuite, vous mettrez tout cela derrière nous. Il existe donc une option militaire limitée ici. Et Tsobigredas que c'est sement l'avertissement avertissement Junior Kane. Stmal sur Bresta Mini une guerre prolongée. We can't fight a protracted war. We just don't have the necessary inventory of missiles. Nous n'avons tout simplement pas l'inventaire nécessaire de missiles et de bombes pour faire cela. Donc l'histoire ici, c'est que la pression d'Israël et du lobby, combinée à la conviction qu'il n'existe qu'une option militaire limitée, pourrait le pousser à agir ainsi. Ce serait la version de l'autre camp. Je pense que le plus gros problème avec cette version concerne justement l'option militaire limitée. Je crois que les Iraniens ont clairement fait savoir que si nous les attaquons, ils iront à fond contre nous. Ils vont riposter durement. Et s'ils le font, nous devrons alors contre-escalader. Nous ne pouvons pas lancer une attaque limitée, puis laisser les Iraniens frapper Israël, viser les bases américaines au Moyen-Orient et fermer le détroit d'Ormuz. Je veux dire, une fois que les Iraniens t'ont entraîné aussi loin sur l'échelle de l'escalade, il faut vraiment riposter durement comme le font les Israéliens. Et à ce moment-là, tu te retrouves dans une guerre totale, sans avoir atteint ton objectif de la maintenir limitée. Donc il semble presque impossible de mener ce genre de guerre limitée. Je pourrais imaginer un scénario où les Iraniens seraient insensés d'accepter que les États-Unis ou Israël, ou les deux, lancent une attaque limitée sans réagir. Je pense que les Iraniens devraient comprendre, et comprennent à ce stade, que la seule façon de traiter avec les États-Unis et Israël est de les menacer de les frapper durement, de leur faire payer un prix important s'ils déclenchent une guerre. Parce que s'ils s'en sortent avec une attaque limitée, ils reviendront et essaieront à nouveau. Et si vous êtes les Iraniens, vous voulez une dissuasion à long terme. Donc je ne pense pas que l'option limitée soit viable. Je ne serais pas surpris que le général Kane et ses conseillers militaires lui aient dit que, certes, on peut utiliser une force militaire limitée, mais qu'elle risque fort d'entraîner une escalade et que nous serions alors dans une situation très difficile. Je pense donc que cela laisse la pression d'Israël et du lobby comme principal facteur poussant Trump vers la guerre. Ce qu'il fera,
est très difficile à dire. Cependant, encore une fois, je pense que si vous avez écouté le discours sur l'état de l'Union hier soir et examiné les facteurs généraux qui alimentent cette crise, il semble qu'il commence à faire marche arrière. Like he is beginning to back away.